Bien, nous allons donc commencer la première table ronde consacrée aux archives écrites, puisque l'ensemble de la matinée va s'organiser autour de cette question des archives. Alors pourquoi cette question des archives? Je crois qu'on a déjà beaucoup dit, les différents intervenants de ce matin ont déjà beaucoup dit à quel point il était assez paradoxal de constater qu'en France, il y a un intérêt nouveau pour des chercheurs pour l'histoire de l'enseignement supérieur en général, mais finalement peu d'ouvrages consacrés à l'enseignement de l'architecture, contrairement à ce qui se passe dans certains pays étrangers, comme nous le verrons cet après-midi avec nos intervenants qui viennent d'ailleurs. Ce retard français s'explique pour de multiples raisons sur lesquelles on aura l'occasion de revenir, mais une des questions les plus importantes, une des raisons les plus importantes, c'est sans doute cette question des sources, et notamment des sources archivistiques. Une enquête rapide montre l'ampleur de ces sources, qui est absolument considérable, mais aussi leur grande dispersion. Et de ce fait, ces sources sont finalement mal connues et leur localisation est très incomplète. D'où le fait que pour un projet comme le nôtre, qui est un projet global, on l'a dit, Anne-Marie Châtelet vient de l'expliquer, un projet exigeant, d'une importante ampleur chronologique, hein, l'ensemble du XXe siècle, eh bien pour ce projet-là, la première question, la question essentielle, c'est d'abord celle des archives. Il ne peut y avoir évidemment de recherche si cette question-là n'est pas réglée. Notre objectif premier, donc un objectif d'importance, a été de lancer, on l'a déjà dit, une vaste enquête d'inventaire des sources. Une enquête qui est en cours, dont le comité d'histoire a été chargé par l'ensemble des organisateurs, enfin des chercheurs, aidé par la mission archives du ministère de la Culture et soutenu par la direction de l'architecture, le service de l'architecture, pardon. Cette enquête suppose la collaboration de toutes les institutions susceptibles de disposer de documents, toute institution à qui nous avons adressé, il y a déjà quelques mois, un questionnaire qui sera complété ensuite par des entretiens directs. Et j'invite, j'en profite de ma position aujourd'hui pour inviter tous les destinataires de ce questionnaire qui n'y ont toujours pas répondu, il y en a encore quelques-uns, on a fait le point hier, donc j'invite tous les destinataires de ce questionnaire qui n'y ont pas répondu d'y répondre, et si des problèmes se posent, de ne pas hésiter à nous contacter, mais c'est vraiment très important. Et donc, dans cette première table ronde, nous allons essayer d'interroger quelques grandes institutions, en tout cas leurs représentants qui sont là autour de moi, grandes institutions les plus importantes dans le domaine de ces ressources archivistiques, pour essayer de comprendre un petit peu les raisons de cette dispersion des sources, qui dispose de quoi, en sachant très bien que nous ne serons pas exhaustifs. Il aurait, et justement, on le montrera, le guide des sources, qui est donc en cours, montre à quel point ces archives sont dispersées, à quel point de nombreuses institutions en disposent, et nous aurons l'occasion, là aussi, pour terminer, de faire le point. Donc, nous n'essaierons pas d'être exhaustifs, mais nous essaierons, au contraire, à travers quelques exemples, d'en montrer la richesse, de montrer les enjeux, et peut-être de faire émerger d'autres sources et d'autres lieux que l'on ne connaît pas et dont on espère bien que vous voudrez bien enrichir notre quête. Alors, comme la matinée est quand même extrêmement chargée, je ne vais pas parler davantage et je vous présenterai les divers intervenants au fur et à mesure, et je vais commencer par mon voisin de droite, Vincent Bois, qui est donc conservateur du patrimoine et qui est surtout chef de la mission archives
archives au ministère de la Culture et de la Communication. Et je vais demander à Vincent de nous donner quelques éléments de base, parce que je pense que c'est peut-être par là qu'il faut commencer. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide rappel? Alors je dis rapide parce que je sais que j'ai répété ça à de nombreuses reprises, que nous disposons en gros, hein, on va dire, et notre Éric Langeron ne nous en voudra pas si on prend un petit peu de temps sur sa seconde table ronde, vu le nombre d'intervenants à celle-ci, mais vous disposez en gros de 10 minutes, hein, on va dire, pour vos interventions. Si nous voulons ensuite peut-être donner la parole à la salle et permettre à quelques questions de s'exprimer. Donc Vincent, quelques éléments de base, un petit rappel rapide du cadre réglementaire en matière de versement et de conservation des archives publiques, peut-être déjà en nous expliquant ce qu'est une archive publique, hein, et en évoquant aussi cette question des archives privées sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir au cours de notre table ronde et de nos débats. Donc Vincent, je vous laisse la parole. Merci Arlette. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a évoqué la question de la dispersion des sources, de la variété des typologies d'archives. Donc l'idée est peut-être d'abord de définir le point commun, en tout cas pour les archives qui sont produites par les écoles nationales supérieures d'architecture sur tout le territoire. Et ces archives sont des archives publiques. Alors c'est le Code du patrimoine qui va donner la définition des archives publiques, notamment dans l'article L211-4. Et cette définition est très claire. Les documents qui procèdent de l'activité dans le cadre de leur mission de service public de l'État, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées d'une telle mission, les actes et documents des assemblées parlementaires, etc. Alors, on voit dans la première partie de la définition que l'ensemble des documents qui sont produits par les écoles nationales sont donc des archives publiques. Elles appartiennent donc au domaine public mobilier, c'est-à-dire qu'elles sont inaliénables et imprescriptibles. Donc on ne peut pas les céder et elles ne sortent pas du domaine public. Alors, il est à noter, notamment dans les débats en cours sur le projet de la loi LCAP, loi architecture patrimoine, que dans les travaux actuels, on élargit la définition des archives publiques aux données. C'est surtout pour, je dirais, insister sur la nature des documents numériques qui sont eux aussi des archives. Donc ça implique un certain nombre d'obligations pour les écoles d'architecture et c'est au bénéfice des archives elles-mêmes et des sources. L'autre texte peut-être essentiel sur lequel il convient de revenir, c'est la circulaire du Premier ministre du 2 novembre 2001. Et c'est cette circulaire qui est essentielle pour la conservation des archives puisqu'elle porte sur la gestion des archives dans les services et établissements publics de l'État. Elle rappelle le caractère indispensable des archives pour plusieurs raisons. D'abord, dans le bon fonctionnement des services publics, en permettant la continuité du service public, mais également pour reconstituer l'historique des dossiers, répondre aux questions qui peuvent être posées par les citoyens ou même par les étudiants, et également l'enjeu démocratique que représente une bonne gestion des archives, puisque ça permet l'exercice des droits. Enfin, cette circulaire du Premier ministre rappelle justement l'importance des archives comme source irremplaçable pour l'enseignement et la recherche en sciences humaines. Cette circulaire permet d'insister sur plusieurs points. D'abord, l'obligation dans les établissements publics de l'État d'avoir une gestion des archives et une cellule chargée de la gestion des archives. Donc chaque établissement est supposé avoir une personne responsable de ces archives ou un archiviste au mieux. De la même manière, ces archives doivent être pourvu de moyens adéquats et suffisants, notamment en termes de dépôt, pour éviter justement la déperdition des sources et éventuellement leur élimination. Il est également rappelé, ce qu'on a pu évoquer en introduction, que ces archives, quand elles deviennent historiques, qu'elles sont définitives, doivent être versées dans un dépôt d'archives publiques. Alors pour les écoles d'architecture, c'est évidemment les archives nationales qui sont destinataires des fonds des écoles d'architecture. Mais j'y reviendrai, il peut y avoir également des archives départementales qui reçoivent les versements. Et puis enfin, cette circulaire revient sur la question du contrôle scientifique et technique de l'État sur les archives, qui est effectué par les Archives de France et qui permet justement de veiller à ce que ces archives soient
bien gérée, avec des visites sur place et sur pièce, alors effectuées pour le ministère de la Culture par la mission que je dirige, mais qui aide aussi et qui conseille les producteurs dans le cadre de l'archivage intermédiaire, donc les archives, ce qu'on peut avoir tendance à tort d'ailleurs à appeler les archives administratives, et les éliminations. Alors, pourquoi est-il important de verser les archives publiques dans les dépôts d'archives adéquats? On l'a vu, c'est pour éviter la dispersion des sources. Et je dirais que le problème n'est pas tant un manque de sources qu'une méconnaissance de ces sources. Donc, quand on va procéder à des versements dans des services d'archives publiques, on va également reclasser ces documents, on va mettre en forme des instruments de recherche qui permettent un meilleur accès aux chercheurs, et ces instruments de recherche répondent à des normes sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, mais qui sont des normes qui se sont généralisées ces 20 dernières années, et qui permettent d'améliorer l'accès à l'information. Alors il existe également d'autres outils normatifs, notamment au niveau de la diffusion de ces instruments de recherche sur Internet ou sur des portails dédiés, et qui permettent le croisement des informations. Alors, les archives des Écoles nationales supérieures d'architecture sont, je le disais, des archives publiques, et les agents qui sont employés par les écoles d'architecture sont aussi des agents à titre permanent ou temporaire de l'État qui produisent des archives publiques. Donc, on peut prendre par exemple les archives produites dans le cadre des enseignements dispensés dans les écoles d'architecture. Les architectes qui vont enseigner vont produire dans le cadre de leur enseignement des archives qui sont publiques, mais qu'il ne faudra pas confondre évidemment avec celles qu'ils peuvent produire comme architectes à titre privé dans le cadre de leurs travaux et de leurs activités dans leur cabinet. De la même manière, les archives des laboratoires et des enseignants-chercheurs, qui sont souvent associés au CNRS, sont aussi des archives publiques. Et sans avancer sur ce que pourront dire mes collègues des Archives nationales, il y a déjà eu des versements qui ont été effectués par le biais de la mission des archives, notamment le fonds de l'IPROS, l'Institut parisien de recherche, architecture, urbanisme, société, qui est abrité par l'école de Paris-Belleville et qui a été versé aux Archives nationales. Et où on a l'ensemble des sources pour les archives, alors, comme je disais, administratives et scientifiques, même si les archivistes n'utilisent qu'une seule distinction, c'est archives publiques ou privées. Mais pour nous, c'est un fonds global dans son intégrité qui permet de comprendre l'ensemble du fonctionnement du laboratoire. On va trouver des sources extrêmement variées dans ce type de versement. On va trouver par exemple des dossiers d'instance, comme les conseils d'administration, qui permettent de voir le fonctionnement des établissements. Le suivi budgétaire, qui lui aussi est intéressant dans le cadre de l'étude et du développement des écoles d'architecture, mais aussi des travaux, on l'a évoqué, liés à la pédagogie, comme les TPFE d'élèves ou des supports d'enseignement et de communication. Les fonds sont donc, je le disais, très riches et variés, et on y trouvera un panorama de la vie d'une école sur une période longue. Alors, cela dit, pour rassurer aussi nos collègues qui ont parfois des réticences à verser, à considérer même le caractère public des archives, il faut rappeler que la communicabilité des archives est extrêmement réglementée, et que la loi du 15 juillet 2008, qui modifie le Code du patrimoine, a largement donné des catégories d'archives et des délais de communication qui visent à protéger les intérêts des citoyens. Alors je vais vous en prendre deux exemples. Par exemple, tout ce qui va concerner la vie privée, les jugements de valeur, les documents qui révèlent un comportement dans des conditions dont la divulgation pourrait nuire à son auteur, sont communicables au terme d'un délai de 50 ans. Le secret médical, c'est 25 ans à compter de la date de décès de l'intéressé, ou 120 ans si la date est inconnue. Donc vous voyez que les archives, si elles sont versées dans un service d'archives publiques, et si elles doivent être normalement librement communicables dès leur création, elles sont protégées pour permettre aussi d'éviter la divulgation d'informations protégées. De la même manière, il y a la question, à mon avis, assez intéressante et qui peut intéresser les chercheurs ici présents, c'est le rapport au Code de la propriété intellectuelle. En effet, si sont réutilisables tous les fonds d'archives publics classés et librement communicables, les documents sur lesquels il existe des droits de propriété intellectuelle ne sont pas réutilisables. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas communicables, ils ne sont pas réutilisables. C'est-à-dire que le service d'archives ne va acquérir que la propriété matérielle des documents et pas la propriété intellectuelle. Donc,
les droits moraux et les droits patrimoniaux sont donc conservés par les auteurs et ça revient à la charge du service qui conserve les documents de faire en sorte de protéger ces droits. Donc, lorsque l'œuvre, en revanche, a été divulguée, l'auteur ne peut interdire la reproduction à usage privé, ni le droit de citation, ni la reproduction à des fins de conservation par les services d'archives, entre autres. Voilà donc un petit peu quand même la protection de certains droits afférents aux archives. Alors je dirais que pour les archives des écoles d'architecture, des grands chantiers ont déjà été menés par la mission. Nous avons été amenés à nous déplacer dans plusieurs écoles. Et comme le disait M. Gross, les écoles sont souvent liées au territoire. De ce fait, je pense qu'il est important de rappeler l'existence d'une circulaire émise par la Direction générale des patrimoines, service interministériel des archives de France, la circulaire 2010-020, qui permet, dans certains cas, la délégation du contrôle et de la collecte des archives des opérateurs aux archives départementales. Je cite cet exemple puisque l'École nationale supérieure d'architecture de Bretagne, avec laquelle nous avions mené un chantier d'archives, a vu ses archives versées aux archives départementales d'Ille-et-Vilaine, puisque déjà les archives départementales avaient eu des versements antérieurs lorsque l'École des Beaux-Arts était existante et était liée à l'École d'architecture. Et cette convention permet de laisser à proximité immédiate de l'école les sources, ce qui permet aux étudiants d'aller les consulter de manière plus simple et de faciliter la politique d'archivage à venir, puisque si nous parlons de l'enseignement de l'histoire de l'architecture au XXe siècle, les archivistes ont aujourd'hui des enjeux majeurs à relever. Je veux parler bien sûr des archives numériques, mais aussi de toutes les questions liées aux enseignements, aux délais de communicabilité qui font que les écoles ont à gérer des fonds d'archives de plus en plus importants et qui ont encore une utilité administrative au sein même de leur établissement. Voilà, pour être assez bref, je pense que je n'ai pas une minute, donc j'en ai terminé. Voilà, on a des beaux chantiers devant nous, je pense qu'il y a encore des fonds d'archives à découvrir et à décrire. Et je suis ravi que ce projet, avec le comité d'histoire et l'école d'architecture de Strasbourg, puisse se poursuivre. Merci Vincent. Je pense que là maintenant les choses sont un peu cadrées. Vous aurez l'occasion de reposer des questions à Vincent si nécessaire. Et on va donc commencer un petit peu à essayer de comprendre où sont ces archives et qu'est-ce qu'on peut trouver et où on peut le trouver. Alors, à tout seigneur, tout honneur, bien entendu, et nous allons commencer par les archives nationales, puisque, on l'a dit, c'est là que normalement, et je dis bien normalement, doivent se trouver les fonds d'archives. Je vais donc laisser la parole, et comme c'est les archives nationales, elles sont venues à deux, c'est normal, à Marine Zelvert, qui est conservatrice du patrimoine et responsable du pôle Culture Beaux-Arts au département Éducation, Culture, Affaires sociales aux archives nationales, et à Clotilde Roulier, qui est chargée d'études documentaires et responsable de fonds à ce même département. Alors, moi, je voudrais que vous nous disiez, alors évidemment, en 10 minutes, je sais que la tâche est quasiment impossible, mais tout de même, quelles sont les ressources des archives nationales, les principaux fonds publics et privés, et peut-être, après nous avoir dit ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce qu'on ne trouve pas aux archives nationales, et nous essaierons de voir ensuite ce qu'on ne trouve pas aux archives nationales, pourquoi et où est-ce qu'on le trouve. Donc je vous laisse rapidement la parole. Bien, bonjour, on va essayer effectivement de faire tout ça en 10 minutes, tout en faisant passer les diapos. Donc c'est avec, je voulais juste savoir. C'est le flèche verte, d'accord, très bien. Merci.
Donc effectivement, nous sommes venus à 2, mais en fait, on aurait même dû devenir à 5 si vraiment on avait voulu représenter tous les archivistes aux Archives nationales qui sont vos interlocuteurs potentiels sur les fonds relatifs à l'histoire de l'enseignement de l'architecture, puisque au-delà des fonds dépendants du ministère de la Culture, bien sûr, il faudrait aussi quelqu'un qui représenterait les archives du ministère de l'Urbanisme, mais également les archives privées d'architectes, puisque nous avons également un certain nombre de fonds d'archives privées d'architectes aux Archives nationales. Donc, à 2, nous allons essayer de résumer tout cela. Pour ce qui me concerne, je vais vous parler uniquement des archives de l'École des Beaux-Arts, dont il a été question déjà en partie. Voilà. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je voulais juste quand même retracer un petit peu les perspectives et voir les problèmes et les questionnements que posait ce projet de recherche sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture, puisque cela nécessite de savoir un petit peu de quoi on parle et sur quoi on souhaite chercher. Donc, est-ce qu'on souhaite seulement aborder la question de la trace, de la transmission et de la production pédagogique, donc les archives des écoles strictement, ou bien, et ça me paraît en fait assez nécessaire également de croiser les sources et donc de s'intéresser également aux réflexions menées à un niveau supérieur dans la hiérarchie et donc explorer également les fonds de cabinet donc du ministère de la Culture, de l'équipement, de l'urbanisme, mais voir également au niveau de la présidence de la République ou du Premier ministre où on trouve également des dossiers concernant ces sujets. Et puis alors les thèmes couverts, là aussi il y a des articulations un peu subtiles, hein, puisque l'architecture est coincée ou en relation avec l'urbanisme, l'architecture intérieure notamment. Donc, pour ma part, je suis responsable aux Archives nationales des fonds de l'École nationale supérieure des beaux-arts et de l'École nationale supérieure des arts décoratifs. Dans ces deux fonds, on trouve des éléments relatifs à l'enseignement de l'architecture et pas seulement des programmes, tout de même, je souhaite insister sur ce point, même si effectivement nous n'avons pas, en théorie et effectivement en pratique aussi, les travaux des élèves. Les travaux des élèves ont été conservés à l'ENSBA plus ou moins et à l'ENSAD un petit peu, mais encore moins qu'à l'ENSBA. Toutefois, c'est quand même pas tout à fait exact de dire qu'on n'a pas du tout de travaux d'élèves dans nos fonds aux Archives nationales, parce que par-ci par-là, en fait, il y en a quand même un petit peu. Ça peut arriver qu'on trouve quand même quelques documents graphiques dans les dossiers. Donc, il faut aller regarder plus finement tout cela. Alors là, pour faire vite, je vous ai juste mis quand même quelques productions d'élèves. Donc, ce n'est pas une production graphique, mais c'est une production écrite. C'est un rendu de copie d'examen d'un élève. Donc, le sujet de l'épreuve était: comment définiriez-vous l'architecture d'aujourd'hui? Et d'autre part, puisque vous vous destinez à cette carrière, qu'est-ce qui vous y a le plus particulièrement poussé? Voilà, sujet d'examen donné donc en 1947. On trouve également des libellés de sujets d'examen et de concours. Donc là, c'est dans le fond AJ53, c'est l'École supérieure des arts décoratifs. Oups, voilà, et là, comment on revient en arrière? Voilà. On trouve les notes obtenues à ces épreuves par les élèves, avec un rappel des épreuves. Donc là, je vous ai fait un gros plan sur l'épreuve en question, la cabane sur une île déserte, l'aménagement d'une terrasse dans un immeuble ou un guignol dans un jardin public. Et ça s'arrête. Ah, voilà. Et voilà, donc pour ma part, je passe maintenant la parole à ma collègue. Merci. Donc bonjour, moi je vais vous parler des archives plutôt de la période post-1968 qu'on conserve aux Archives nationales, en présentant rapidement 3 grands ensembles. Alors d'abord les archives des écoles d'architecture, puis les archives de l'administration centrale et les archives de cabinet, et enfin très brièvement les archives privées, et donc notamment des archives privées d'architectes.
Alors, je vais commencer par les archives des écoles d'architecture. Donc, aux Archives nationales, on conserve les archives des écoles parisiennes, donc, qui ont été créées en 1968 pour remplacer la section architecture de l'École nationale supérieure des beaux-arts. Alors, ce sont des fonds très riches qui conservent des typologies de documents très diverses, qui vont toutes être utiles pour faire une histoire de l'enseignement d'architecture, y compris des archives purement administratives, mais dont je ne vais pas beaucoup parler aujourd'hui. Je vais plutôt me concentrer sur les archives de l'enseignement, les archives pédagogiques, mais il faut quand même avoir en tête leur existence. Alors, le premier axe que l'on peut étudier à partir de ces fonds, c'est la définition des enseignements. Donc, pour cela, on dispose notamment de séries de programmes des enseignements qui vont nous permettre d'avoir une vision synthétique et sur une large tranche chronologique de tous les enseignements dispensés dans ces écoles, qu'il s'agisse de la formation initiale, mais aussi de la formation continue ou de la formation post-diplôme. Donc ça nous permet d'avoir une vision très synthétique. Et puis pour mieux cerner certains enseignements, on dispose aussi par exemple des dossiers d'habilitation qui détaillent le contenu de chaque formation, les moyens qui y sont affectés, les budgets, l'organisation pédagogique et le fonctionnement également de ces formations avec par exemple des rapports d'activité. Voilà. Également, la définition des enseignements peut être étudiée à partir des débats qui ont été menés à l'intérieur des écoles, notamment à travers les comptes rendus et les procès-verbaux de réunions du comité des études, qui donc permettent de suivre tous les débats de la séance en laissant la parole aux professeurs, mais aussi aux élèves et au personnel administratif des écoles. Sachant donc qu'il existe en réalité dans ces fonds d'école de multiples sous-fonds de commissions pédagogiques, que ce soit des sous-commissions qui sont liées à une discipline par exemple, ou le conseil des professeurs, la commission des équivalences. Donc ça permet d'avoir un point de vue mêlant plusieurs types d'accès. L'autre point donc plus simple, c'est le contenu de la formation. Alors donc qui peut être étudié notamment à partir donc, des cours qui sont déposés dans les fonds des écoles, les dossiers documentaires qui sont distribués aux élèves, les exercices qui sont proposés aux élèves aussi également. On conserve aussi beaucoup de sujets et de copies d'examen, ainsi que des très grosses séries qui sont vraiment très volumineuses de travaux personnels de fin d'études des étudiants, qui constituent parfois des versements à part entière, qui sont en fait les plus volumineux des écoles d'architecture. Donc voici un exemple. Et enfin, le troisième axe, ce sont des réflexions plus générales sur l'organisation de l'enseignement de l'architecture et sur les grandes réformes qui sont menées au niveau national, avec là encore la possibilité d'étudier le point de vue des écoles et des professeurs, mais également le point de vue des élèves. Alors j'ai choisi deux exemples ici. Donc le premier concerne la réforme de la carte scolaire d'Île-de-France, qui a été débattue entre 1998 et 2000 et qui a abouti à 2 décrets de 2001 qui ont modifié la carte scolaire des écoles parisiennes. Et donc par exemple, donc là on est dans le fond de l'école de Versailles et on y trouve les documents qui sont commandés par la direction de l'architecture et du patrimoine, donc l'avis de l'école sur les projets de réforme, mais aussi des documents plus spontanés qui émanent des professeurs ou du personnel administratif, avec par exemple donc des lettres ouvertes, de la correspondance ou diverses notes de réflexion. Quant au point de vue des élèves, alors il apparaît aussi ponctuellement, même si c'est un peu moins fréquent. Donc ici, c'est un exemple qui concerne la grève de 1975, qui avait pour origine des problèmes budgétaires et de locaux, mais qui s'est un petit peu élargi. Et donc, dans le fond de l'école de Paris-Conflans, on conserve des documents qui ont été accumulés par les étudiants et qui permettent de rendre compte du mouvement à l'échelle nationale, notamment avec des tracts, des communiqués ou un état de la grève dans les différentes UPA de Paris et de province. Donc voilà, c'était les quelques aspects principaux qu'on peut évoquer concernant les fonds des écoles d'architecture, mais il y a énormément d'autres sujets de recherche possibles. Alors le deuxième grand type de fonds, ce sont les archives de l'administration centrale et du cabinet du ministre, donc, sachant que le ministre en question a varié puisque la tutelle a été exercée par plusieurs ministères successifs. Donc ces fonds permettent de comprendre les évolutions de l'enseignement de l'architecture à un niveau supérieur en l'étudiant plutôt comme le résultat d'une politique publique et pas seulement comme une politique pédagogique menée au sein des écoles. Et cela permet aussi d'avoir une vision des écoles d'architecture sur tout le territoire.
Alors le principal niveau, c'est le niveau de l'administration de tutelle, donc qui est, pour simplifier, la direction de l'architecture, qui a pu changer de nom selon les périodes et qui a aussi donc changé de tutelle en passant du ministère de l'Éducation nationale au ministère des Affaires culturelles, au ministère de l'Environnement et du cadre de vie avant de revenir au ministère de la Culture. Donc dans ces fonds, les dossiers de direction du directeur lui-même ont évidemment un grand intérêt, puisqu'ils permettent notamment de suivre l'élaboration des réformes de l'enseignement de l'architecture, avec notamment des documents très précieux comme la correspondance, des notes de collaborateurs, les comptes rendus des réunions, et aussi de nombreux rapports qui ont été commandés par le directeur et qui sont annotés, commentés, etc. Et puis, on a aussi les archives des sous-directions et des bureaux, donc qui sont à un niveau plus opérationnel, chargés du suivi de l'enseignement de l'architecture. Donc là, je voulais mentionner notamment la sous-direction des enseignements et de la recherche, qui est chargée notamment du travail de préparation de la réglementation ou du travail de réflexion et de collecte de données, de conduite des consultations nationales avec les écoles, avec les syndicats. Et puis également le bureau des écoles d'architecture, qui est en charge du suivi régulier des écoles et donc qui permet de suivre, dans les fonds duquel on peut suivre le traitement des demandes d'évaluation, des demandes d'habilitation des formations ou tout ce qui concerne le suivi financier des écoles. Donc, de plus, il faut, au-delà de ces directions spécialisées, ne pas oublier les directions générales, notamment au ministère de la Culture, la direction de l'administration générale, qui est en charge des politiques transversales qui peuvent concerner de près ou de loin l'enseignement de l'architecture. Donc, par exemple, on peut avoir intérêt à consulter les fonds du département des études, de la prospective et des statistiques, ou les fonds du service des enseignements artistiques. Il y a aussi les versements de l'inspection, donc qui contiennent notamment de nombreux rapports d'inspection sur beaucoup d'écoles d'architecture, notamment en Île-de-France et en province. Voilà. Ah oui, donc j'ai oublié d'avancer je suis désolée. Donc là, il y a eu un projet de décret qui venait de la sous-direction des enseignements et de la recherche. Un exemple d'un rapport de l'inspection générale des affaires culturelles sur l'école de Grenoble. Et puis enfin, donc, les archives de cabinet, qui sont vraiment des archives indispensables à consulter pour l'étude des réformes en complément des archives de l'administration, puisqu'elles traduisent le niveau de la prise de décision et aussi le niveau de la communication, ce qui est également un aspect à prendre en compte qu'on ne voit pas forcément dans les fonds des écoles. Oui, j'en ai pour encore une minute. Donc ça commence notamment avec le cabinet d'André Malraux, qui contient, dont le fond contient plusieurs cartons qui concernent la réforme de l'enseignement de l'architecture de 1968, avec en fait toute la préparation du dossier depuis les années 50. Donc dans ces fonds, il faut signaler l'intérêt particulier des notes, des projets de texte, également des discours, des communications au Conseil des ministres, etc. Sachant que justement ce sont les archives des cabinets qui permettent de remonter jusqu'au niveau interministériel avec par exemple des comptes rendus de réunions interministérielles, comme ici dans le fonds du cabinet de Catherine Tasca pour la réforme de 2001. Et donc enfin, le tout dernier axe, ce sont les archives privées d'architectes qu'on collecte également aux archives nationales. Alors j'ai pris un exemple particulièrement représentatif qui est celui du fonds Marion Tournon-Branly, dont la carrière a été très marquée par l'enseignement, de la section d'architecture des écoles d'art américaines de Fontainebleau à l'école d'architecture de Paris-Tolbiac, en passant par de nombreuses autres écoles, y compris à l'étranger. Donc là, vous voyez le sommaire de l'instrument de recherche qui décrit l'un de ces versements. Donc évidemment, ce versement contient le contenu de ses cours, donc son travail à elle d'enseignante, mais ce qui est plus surprenant et ce à quoi on ne pense pas forcément, mais qu'on découvre en lisant l'instrument de recherche, c'est que ce versement contient aussi beaucoup de documents qui concernent les autres professeurs des écoles ainsi que les élèves. Voilà, donc c'était un panorama très rapide et bien sûr tout à fait incomplet, mais qui j'espère a présenté quelques principaux ensembles de fonds. Bien, merci beaucoup et merci d'avoir fait cet effort de rester dans les temps. On a vu que, là on vient de voir la quantité absolument formidable et puis la richesse surtout de ces fonds, à la fois en termes d'archives publiques et privées, et pourtant il n'y a pas tout aux archives nationales. C'est un petit peu le charme de notre fonctionnement administratif et de notre histoire. Et nous allons essayer, encore une fois sans vouloir être exhaustif, d'aller porter un petit peu, faire un zoom
sur deux autres grandes institutions qui accueillent des archives. Et je vais laisser rapidement la parole à mon voisin de gauche, qui est là pour nous parler peut-être d'une spécificité française, qui est, on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant des écoles d'architecture, de la formation des architectes, on va dire opérationnels, des architectes de la création architecturale. Or, une des spécificités françaises est un enseignement auquel moi personnellement je suis fort attachée. C'est aussi celui de former des architectes qui se consacrent, allez, on va dire très rapidement au patrimoine, hein, ce que l'on appellera très vite les architectes du patrimoine, et qui, depuis la fin du 19e siècle, et on est ici dans la maison, hein, et je crois que c'est important d'en parler, on est à Chaillot, l'école de Chaillot, qui forme des architectes du patrimoine, architectes en chef des monuments historiques, architectes ordinaires, architectes ABF, AUE. Bon, on n'aura pas l'occasion de revenir sur toutes ces terminologies, mais vous savez tous de quoi je parle. Et cette formation d'architectes qui vont se consacrer à la rénovation, à la restauration du patrimoine, c'est quand même cette excellence-là qui caractérise aussi les formations françaises. Et je vais donc laisser la parole à Emmanuel Pénicaud, qui est conservateur du patrimoine, qui est directeur adjoint de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, et qui accueille ces archives-là. Et peut-être, Emmanuel, je vais vous demander de nous présenter les fonds de la médiathèque, mais aussi nous expliquer assez rapidement comment ces fonds existent, pourquoi ils ne sont pas aux archives nationales. Je sais que les archives lorgnent sur ces fonds-là, mais en tout cas, dans nous présenter un petit peu cette richesse de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine qui témoigne de cet enseignement-là, en sachant, et puis je vous laisse la parole, que toutes les archives de cet enseignement ne sont pas encore versées à la médiathèque et qu'une grande partie de ces archives sont toujours à l'école de Chaillot et sont toujours ici et sont conservées à cette école de Chaillot. Je vous laisse la parole. Je vous remercie. On sait que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés et même au ministère de la Culture, l'ensemble des archives produites par les services du ministère n'est pas versé aux archives nationales. Comme souvent, pour comprendre cela, il faut regarder un petit peu l'histoire du ministère. En l'occurrence, il s'agit de l'histoire de l'administration des monuments historiques qui, à partir de la création de la commission dans les années 1830, c'est une histoire que ma voisine de droite connaît bien, a accumulé des archives et de la documentation sur ces monuments qu'on décidait désormais de protéger, de classer, et qui, d'une certaine façon, entraient dans une nouvelle phase administrative. Le classement a entraîné très vite des déclarations préalables de travaux, la formation, cela vient d'être rappelé, d'un corps particulier d'architectes donc lié à ces monuments historiques, et la production d'archives, mais qu'on a dans un premier temps regardé principalement comme de la documentation, pourrait-on dire. Il a paru donc logique que la commission garde auprès d'elle cette documentation qui petit à petit s'est enrichie, dont l'accroissement a été réglementé, et au point de former un véritable fonds d'archives. Alors voilà, je dis souvent qu'on ne peut pas réduire les fonds de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine ni à un véritable fonds d'archives, ni à un véritable fonds documentaire. Les spécialistes de l'écrit comprendront ces distinctions un petit peu subtiles, mais toujours est-il que l'administration des monuments historiques a toujours considéré qu'elle avait besoin de conserver auprès d'elle les fonds relatifs aux monuments historiques. Et j'allais dire aujourd'hui encore, j'ai pris mes fonctions il y a quelques mois et je constate à quel point l'actuelle sous-direction des monuments historiques est restée très proche de son service d'archives et mutuellement, et c'est toujours quelque chose d'assez gratifiant pour un service d'archives de voir à quel point il peut être utile à l'administration à laquelle il est relié. Cela dit, les relations avec les archives nationales sont excellentes et ne sont appelées qu'à s'améliorer encore. Alors, les fonds de la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, certains d'entre vous connaissent ce petit service installé aujourd'hui à Charenton, dans les locaux de l'ancienne école d'architecture de Paris. Ce sont 6 ou 7 kilomètres d'archives qui concernent principalement donc, les monuments et les objets protégés.
les travaux menés sur ces monuments, les reproductions de ces monuments depuis que l'administration les considère comme étant à conserver dans leur état. Il se trouve que les architectes des monuments historiques ont une obligation réglementaire de versement de leurs archives à la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, dans la mesure où ces archives concernent des monuments protégés. Et du coup, nous collectons très régulièrement des fonds d'architectes. L'histoire des services d'archives et de la production d'archives n'est jamais parfaitement linéaire. Naturellement, on trouve toujours dans les services des fonds qu'on ne devrait pas y trouver, qu'on ne s'attend pas à y trouver. En matière d'enseignement de l'architecture, le fonds principal que conserve la médiathèque de l'architecture et du patrimoine, c'est justement le fonds des cours des archives des cours du Trocadéro, devenu l'école de Chaillot. Arlette Auduc a rappelé à l'instant qu'il y avait encore un certain nombre d'archives de cette école conservées ici même. Et de fait, le fonds des cours du Trocadéro et de Chaillot, pour reprendre l'expression d'Anne-Marie Châtelet, est exceptionnel et antérieur à 68 dans sa plus grande partie. Il représente une quinzaine de cartons, mais dans lesquels on a vraiment beaucoup de documents très, très précis, très bien organisés sur ces cours des années 1900 jusqu'aux années 50, principalement. On a à la fois les dossiers d'élèves, toute cette typologie a été exposée par Marine Zellweger à l'instant, et puis toute une série de cours sur l'architecture médiévale, Renaissance, moderne, pas encore contemporaine, mais donnée par les grands noms des architectes des monuments historiques. Donc on a les cours d'Aubert, on a les cours de Boswillwald, les cours de Foire-de-Vaux, de Formigé, de Deneux, de Danis, de tous ces grands noms de l'architecture des monuments historiques dans les 2 premiers tiers du XXe siècle. Le fonds n'est pas clos. Un certain nombre d'architectes, aujourd'hui encore, quand ils nous versent leurs archives, nous versent également leurs cours donnés à l'école de Chaillot, ce qui fait qu'en réalité, pour la période dernier tiers du XXe siècle et début du XXIe, nous avons des fonds qui sont complémentaires de ceux qui sont restés ici, et tôt ou tard, certainement, ces 2 fonds seront réunis. Voilà, donc les fonds des cours du Trocadéro, devenus école de Chaillot. Un autre fonds intéressant, c'est celui des concours d'ACMH. L'administration des monuments historiques donc nous verse régulièrement ses archives, et parmi ces archives, on a l'organisation des concours, qui ont lieu à des dates très, très irrégulières, d'architectes en chef des monuments historiques, avec là aussi des travaux, les épreuves du concours, tout simplement, qui sont intéressants pour avoir un regard à un moment donné sur l'exercice du métier d'ACMH et la conception que se font les architectes des monuments historiques de leur métier. Le dernier point, qui est plus modeste et qui en réalité complète les fonds des Archives nationales et puis ceux que nous présentera certainement David Pesseret, ce sont des fonds privés d'architectes. Nous avons dans le fonds Paul Léon les cours donnés par Paul Léon au Collège de France sur l'architecture. Et quand des architectes en chef nous versent leurs archives, assez souvent nous trouvons des travaux d'élèves, des travaux qui remontent à leur jeunesse. On a récemment récupéré les fonds de Pierre et Maurice Lotte, dans lesquels on a trouvé tous les travaux d'élèves de ces 2 architectes importants. Voilà, donc pour en effet reprendre ce que disait Arlette Auduc à l'instant, c'est un domaine un peu spécifique que celui des monuments historiques, qui a formé ses propres architectes, qui a sa propre tradition, ses propres conflits dans l'enseignement de l'architecture. Là, je ne rappellerai pas les époques mémorables de la fin du XIXe siècle et vraiment de toutes les conceptions sur la restauration, mais du coup indirectement aussi sur la formation des architectes en chef des monuments historiques, des architectes des monuments historiques. Voilà, un fonds très spécifique, assez précis, mais plutôt bien conservé et j'allais dire déjà bien étudié aussi, en grande partie quand même, mais toujours disponible pour de nouvelles recherches et de nouvelles interrogations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors après ce fonds extrêmement riche, un autre fonds, mais nous allons là basculer à l'autre extrémité de notre recherche et on ne nous aurait pas pardonné puisque nous sommes encore une fois dans cette grande maison qu'est la Cité de l'Architecture et du Patrimoine qui abrite d'un côté l'école de Chaillot, mais qui abrite aussi le Centre d'archives d'architecture du XXe siècle, de ne pas donner, on
n'oserait pas pardonner de ne pas donner la parole à David Pesseret, qui est donc le responsable de ce centre d'archives, qui est lui aussi conservateur du patrimoine, responsable de ce centre d'archives d'architecture du XXe siècle. Et grâce à lui, on va pouvoir aborder une notion, une réalité que Vincent Boite avait juste évoquée tout à l'heure, qui est la question des archives privées, et donc des archives d'architectes que l'on retrouve en grand nombre dans votre centre d'archives. Donc David, je vous laisse la parole. Merci, bonjour. En fait, ça a déjà été un petit peu abordé par Marine Zellweger et par Emmanuel Pénicaud, qui ont évoqué des archives privées d'architectes conservées aux archives nationales, par exemple. Je vais revenir un peu sur comment on passe des archives, enfin pourquoi on a collecté des archives d'architectes, depuis quand. Finalement, la pratique de collecter des archives d'architectes, des archives privées des architectes, n'est pas très ancienne, puisqu'elle devient un peu courante et systématique guère avant les années 80 et la grande collecte initiée par l'Institut français d'architecture, et puis au même moment en région par diverses associations. Même si certains fonds d'architectes, aux archives nationales notamment, sont plus anciens. Dans une certaine mesure, ces archives d'architectes doublonnent les archives publiques, puisque l'architecture construite est largement documentée dans les archives publiques de maîtrise d'ouvrage public et dans les archives de toutes les institutions de contrôle de l'architecture, de délivrance des permis de construire, etc. Les archives des architectes de maîtrise d'ouvrage privé apporte quand même beaucoup d'autres éléments, et l'élément, ce qui concerne l'enseignement de l'architecture, n'est évidemment pas l'élément central. On ne les a pas collectés pour y trouver des archives sur l'enseignement. Donc je voudrais juste rappeler les autres éléments qui ont justifié cette collecte. On y trouve évidemment les dossiers relatifs à la maîtrise d'ouvrage privée, tout ce qui n'est pas maîtrise d'ouvrage public, qui n'est documenté dans les archives publiques que par les permis de construire. On y trouve ce qui concerne les projets non suivis d'exécution, les concours, les projets abandonnés, tout ce qui est élaboré autour des plans réglementaires, avant, après ou en parallèle des plans réglementaires, et notamment tout ce qui concerne la conception, qui vraiment ne se lit que dans les archives privées des architectes. Ces fonds d'archives permettent aussi de reconstituer des carrières individuelles infiniment mieux qu'on ne peut le faire à travers des archives publiques. Mais à côté de ces archives des architectes concernant leur carrière d'architecte, il y a aussi souvent des dossiers plus personnels relevant d'autres choses que des projets architecturaux, et notamment pour beaucoup d'entre eux des archives concernant soit l'enseignement qu'ils ont dispensé, soit, plus souvent encore, l'enseignement qu'ils ont reçu. Comme on l'a déjà beaucoup évoqué aujourd'hui, il y a, par rapport à l'enseignement dans les archives des architectes, un avant et un après 68. Après 1968, avec la création de nouvelles écoles, de nombreux architectes sont recrutés dans les écoles d'architecture, ainsi que beaucoup d'autres professionnels d'ailleurs, et beaucoup d'eux orientent leur activité sur l'enseignement ou en font une part peut-être plus essentielle que jusque-là. Aussi, la génération à laquelle nous commençons à nous intéresser pour la collecte de leurs archives, ceux qui ont été actifs dans les années 70-80, sont peut-être encore plus concernés par cette histoire, ou vont nous intéresser encore plus dans l'histoire que vous allez écrire que jusque-là. Alors, comme je l'ai indiqué, les archives sur l'enseignement dans les archives des architectes, ce sont deux choses différentes. Les archives des architectes en tant qu'étudiants et les archives des architectes en tant qu'enseignants. En tant qu'étudiants, ils ont très souvent conservé des documents, quelques ou beaucoup de documents relevant de leurs études. La plupart du temps, des documents graphiques, des dessins,
des dessins d'école, mais aussi parfois des notes de cours. Je ne vais citer qu'un architecte dans les archives duquel on trouve des notes de cours, François Vital, lui-même plus tard enseignant, mais élève à l'École centrale des arts et manufactures autour de 1920, puis élève à l'École des beaux-arts de 1920 à 1927. Et on trouve aussi bien des cahiers avec des notes de cours manuscrites extrêmement soignées, probablement recopiées après coup, que des cours polycopiés ou des énoncés d'examen dans ces archives. La seconde source, celle sur l'enseignement que les architectes dispensent eux-mêmes, elle est beaucoup plus rare. Beaucoup d'enseignants conservent un peu d'archives sur leur enseignement, et ces archives contiennent beaucoup de choses variées. Il y a des notes de préparation de cours, mais il y a aussi souvent d'autres éléments plus administratifs. Je vais un petit peu en rementionner. Également, parfois, des documents qu'ils montraient, par exemple des plaques de verre de projection ou des diapos. En termes archivistiques, la question de la place de ces documents se pose. Je ne m'en suis rendu compte que très récemment. C'est ce qu'a dit... C'est ce qu'a dit Vincent Bois. Ce sont des documents publics puisque les architectes effectuent, lorsqu'ils enseignent, une mission de service public. Bien sûr, ils n'ont jamais pensé que c'était des documents publics, ils n'ont jamais pensé à les laisser à l'école où ils enseignaient. Et s'ils les donnent, c'est au milieu de leurs archives privées. Et ces archives privées deviennent des archives publiques d'origine privée. Donc je pense que la question n'est pas très grave, mais assez récemment, lorsque nous avons recueilli les archives de Bernard Huet, nous nous sommes posé la question, et avec Vincent, et nous avons envisagé que les archives sur son enseignement devrait rejoindre les archives de l'école de Belleville et donc les archives nationales. Nous avons constaté dans ce cas précis que ce qui se trouvait dans son agence ne concernait pas son enseignement et donc à part un ou deux cartons, il n'y a pas eu à faire ce départ. Mais si nous devions le faire, dans certains cas, il serait assez complexe. Je vais revenir aussi dans une seconde sur ce point. Pour Robert Joly, par exemple, qui était enseignant à UP6 dans les années 70-80 et auteur de nombreux articles et ouvrages, un auteur tout autant qu'un enseignant et qu'un architecte, les dossiers concernant l'enseignement et les projets de texte sont rangés ensemble. C'est des chemises posées les unes au-dessus des autres ou mêlées. Et cette confusion matérielle semble bien témoigner d'une véritable interaction constante et tout à fait naturelle entre sujet de recherche et sujet d'enseignement. Alors, parmi les archives conservées à la Cité de l'Architecture, je voudrais, si j'ai encore 5 minutes, citer 4 ensembles, 4 archives d'enseignants qui montrent des pratiques différentes et des sources différentes. Le plus ancien que je vais citer, c'est pas forcément le plus ancien que nous ayons, c'est Auguste Perret, enseignant brièvement au milieu des années 20 à l'atelier du Palais de Bois, et puis à partir de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire quand il était déjà assez âgé, dans des ateliers des Beaux-Arts et à l'École spéciale d'architecture. Il y a quelques dossiers concernant l'enseignement dans ces archives qui sont à la fois très riches et très lacunaires. Et ce ne sont pas véritablement des archives d'enseignement, mais ce sont des archives qu'il a rangées comme telles et qui étaient, par exemple, beaucoup de correspondances avec ses anciens élèves de l'atelier du Palais de Bois, qui ont formé une sorte d'école Perret et qui sont devenus des collaborateurs ultérieurement, notamment au Havre. Donc ce que Perret a conservé sur l'enseignement, c'était plutôt la correspondance avec ses élèves. C'est peu courant. Un second ensemble, ce sont les archives d'André Lecomte. C'était un prix de Rome dans les années 20, titulaire de l'un des principaux ateliers des Beaux-Arts de 1942 à la fin des années 60. Ces archives ont été récupérées dans une benne, ce qui n'était pas des très bonnes conditions
pour les récupérer. Et notamment, c'était un enseignant qui avait beaucoup de plaques de verre de projection. Quand on jette des plaques de verre dans une benne, parfois elles ne se conservent pas. Nous en avons quand même recueilli plusieurs centaines qui sont aujourd'hui un ensemble considérable et extrêmement peu exploitable, c'est-à-dire qu'il faudrait faire un gros travail de collationnement, de rangement, de comparaison avec ce qu'il a pu publier pour en tirer une information sur le sens même de ce matériau. Un troisième ensemble, ce sont les archives de Michel Marot, qui a repris l'atelier Lecomte en 65-66 et qui donc est enseignant brièvement avant 68, très critique sur le fonctionnement de l'école des Beaux-Arts, mais dès que l'école des Beaux-Arts éclate, il devient l'un des principaux tenants de la continuité et de la perpétuation de ce système d'enseignement de l'école des Beaux-Arts. Ces archives contiennent des programmes de concours, d'exercices, des notations, des fiches d'élèves, des dossiers sur le fonctionnement de l'atelier Marot aux Beaux-Arts. Donc tout ça, c'est des documents liés directement à sa relation avec les étudiants. Mais elles comprennent aussi des dossiers relatifs à des projets de réforme du prix de Rome, juste avant 68, à un conseil paritaire en 1968, pendant l'année, au fonctionnement du P4 puis du P9, qui sont les deux écoles où il enseigne après 70. Elles comprennent de la correspondance avec le directeur du P4, avec le ministère, et elles comprennent enfin des dossiers d'un syndicat d'enseignants dont il était l'un des principaux responsables, le SANEAU, S-A-N-E-A-U, Syndicat autonome national de l'enseignement en architecture et urbanisme, qui est un syndicat, je crois, très minoritaire et très représentant, oui, Jean-Louis confirme, Jean-Louis Cohen confirme, et très représentant de ceux qui tenaient pour le modèle classique des Beaux-Arts. Enfin, les archives de Robert Joly, qui a été brièvement dans l'atelier, enfin l'un des enseignants de l'atelier Marot, mais qui était sur des positions complètement différentes, enseignant à UP6 et brièvement à Montpellier dans les années 80 et 90. Donc c'est lui dont je disais tout à l'heure que ces archives mêlent complètement archives de recherche et archives d'enseignement. Mais c'est aussi des échanges de correspondance avec les administrations des écoles, correspondance qui montre des divergences autant sur les plans matériels que sur les plans conceptuels sur son enseignement. Et ce mélange de documentation brouillon, documents au statut incertain, qui caractérise les archives d'enseignement de Robert Joly, je pense que c'est justement l'incertitude de ce statut qui donne à cet ensemble toute sa richesse. On pourrait ajouter d'autres exemples, pas les multiplier, parce qu'en fait nous n'avons pas tellement de fonds d'archives qui contiennent des archives d'enseignement. Et je termine juste en disant que les archives des architectes qu'il serait encore possible de collecter pour ces périodes sont extrêmement nombreuses. Nous recevons aujourd'hui, enfin nous recevons depuis pratiquement toujours plus ou moins une proposition de versement d'archives tous les mois. Les bonnes années, nous pouvons recueillir 4 ou 5 fonds d'archives d'architectes. Il est donc évident qu'il y a beaucoup d'archives d'architectes dont un grand nombre étaient enseignants et dont tous ont été étudiants, et que beaucoup d'entre elles ne rejoindront jamais un centre d'archives, quel qu'il soit. Donc ça donne une idée de la masse potentielle et de la masse qui ne servira jamais à des travaux. Voilà. Eh bien, ce qui prouve que ce n'était pas inutile, même si ça fait un petit peu peur. Alors justement, pour terminer, je voudrais terminer sur cette question de cette masse d'archives, encore une fois sur laquelle on a fait quelques petits zooms d'une manière un petit peu pointilliste, mais en sachant que lorsque on s'attaque, et Anne-Marie Châtelet l'a bien dit, c'est un des axes, un des projets essentiels de cette recherche, à l'élaboration d'un guide des sources, puisque
puisque nous allons terminer par cela, on voit bien quelle est l'ampleur de ce projet et ses difficultés. Eh bien, nous allons justement donner au maître d'œuvre de ce guide des sources, Wilfried Gourdon, qui est donc chargé de mission auprès du comité d'histoire du ministère de la Culture et qui est en charge de ce projet de guide des sources, de nous en dire quelques mots, de nous parler de ce projet, de nous dire où on en est de ce projet, de ce qu'il reste encore à faire. Mais M. n'a dit qu'on avait encore 4 ans devant nous, mais je pense qu'ils ne seront pas de trop. Et quelles sont les questions qui se posent à nous au fur et à mesure que l'on avance, qu'on essaie de résoudre au fur et à mesure que l'on avance, à la fois en termes scientifiques, mais aussi en termes techniques, parce qu'on découvre aussi que la question de la mise en ligne d'un guide des sources, d'abord de sa constitution, ensuite de son hébergement, de sa mise en ligne, sont des questions techniques qui ne sont pas simples à régler. Donc je laisse la parole à Wilfried pour vous parler de cette... Et ça nous permet aussi de rentrer dans le vif du projet, de ce projet de guide des sources. Oui, donc bonjour à toutes et à tous. Je vais donc vous parler aujourd'hui du guide des sources d'archives de l'enseignement de l'architecture. Ce guide prend donc son origine avec le projet sur l'histoire de l'enseignement de l'architecture au XXe siècle, donc qui nous amène aujourd'hui avec ces journées d'études. Alors cette problématique de créer un guide des sources n'est pas nouvelle, elle est même très ancienne, comme peut en attester ce rapport de Michel Massenet de 1980, qui était à l'époque conseiller d'État et qui était adressé au Premier ministre Raymond Barre, afin de sauvegarder les fonds d'architecture, de mettre fin à leur dispersion et d'en permettre l'accès. Il proposait de constituer un fichier général des archives d'architecture et de faire rédiger par chaque institution un guide des fonds qu'elle possédait. On peut voir que 36 ans après, ces problématiques n'ont quasiment pas évolué. Néanmoins, de très grandes avancées ont eu lieu, puisqu'en 1986, une convention tripartite entre l'Institut français d'architecture, créé en 1981, la Direction des archives de France et la Direction de l'architecture et l'urbanisme, définissait les compétences du nouveau centre d'archives de l'IFA. À l'heure actuelle, donc, cette institution rassemble plus de 400 fonds d'architectes. D'ailleurs, en 1996 fut publié, avec l'aide de cet organisme, un état des fonds sur les archives d'architectes sur la période 19e-20e siècle. Cet inventaire des fonds d'architectes très ambitieux et très bien documenté recensait les fonds d'architectes provenant de très nombreuses institutions, l'Institut français d'architecture, Archives nationales, départementales, municipales, musées, ainsi de suite. Néanmoins, ce document ayant déjà 20 ans d'existence n'a pas pu être actualisé depuis, d'autant que ce guide papier traite de toutes les archives de l'architecture et ne se focalise pas sur l'enseignement. Avant de vous montrer la méthodologie utilisée pour le repérage des archives, voyons rapidement quelques bases. Tout d'abord, que sont les archives de l'enseignement de l'architecture ? Dans la liste qui est affichée ici, on peut voir de nombreuses typologies de documents, comme les travaux d'école, donc avec les dessins, les croquis, les aquarelles, les maquettes, des supports de cours des enseignants ou des élèves, les diplômes qui attestent de la formation des architectes, des entretiens d'enseignants. À noter d'ailleurs à ce propos la présence aux archives départementales des Bouches-du-Rhône de 6 entretiens vidéo d'André Dunoyer de Segonzac, où il relate sa vie d'architecte et notamment son expérience d'enseignant. On trouve également des documents plus généraux sur l'enseignement de l'architecture, mais également les archives propres au fonctionnement des écoles d'architecture. Vous remarquerez qu'au numéro 3, j'ai évoqué les sources imprimées. Alors bien sûr, les sources imprimées ne sont pas des archives, au sens véritable du terme, mais étant donné que ces documents imprimés représentent la majorité des fonds des centres de documentation sur l'architecture et des médiathèques des écoles d'architecture, il était quand même important de les mentionner. Maintenant, que pouvons-nous dire sur les institutions qui détiennent les archives de l'enseignement de l'architecture ? Dans cette liste présentée ici, on retrouve bien évidemment les institutions prévisibles, comme les archives nationales, l'ENSBA, les écoles d'architecture ou même la médiathèque de l'architecture et du patrimoine. Mais parfois, on trouve des archives très originales et qui sont un peu surprenantes à de nombreux aspects. Par exemple, dans les archives municipales, on peut trouver des choses très insolites. Voilà par exemple ici une délibération du conseil municipal de Grenoble de 2008 qui approuve un programme d'action entre la municipalité et l'école d'architecture de Grenoble avec une subvention bien définie,
donc qui était là mentionné, donc qui est de 15 000 €. Et on voit le listing complet de tous les projets qui ont été adoubés par la municipalité. D'autres lieux peuvent paraître surprenants, mais détiennent parfois des archives sur l'enseignement de l'architecture. C'est le cas notamment des bibliothèques municipales. Voici ici l'exemple du fonds normand qui a été légué en 1945 par Paul Normand à la bibliothèque municipale de Nantes et qui contient plus de 4000 pièces, dont font partie des projets d'école. De manière plus concrète, lorsqu'un architecte décède, il a le choix de léguer ses archives privées aux archives départementales, mais il a aussi le choix de les léguer aux archives municipales ou aux bibliothèques municipales. Les chercheurs doivent donc prendre ça en compte lorsqu'ils s'intéressent à un architecte en particulier ou lorsqu'ils s'intéressent à l'enseignement de l'architecture de manière plus globale. Voyons maintenant à présent la méthodologie utilisée pour la création de ce guide des sources. Afin d'avoir les plus grandes chances d'avoir des réponses systématisées et exhaustives, nous avons décidé de créer un questionnaire que vous voyez ici et qui a été adressé à tous les organismes susceptibles d'abriter des collections sur l'enseignement de l'architecture. Actuellement, toutes les réponses ne nous sont pas parvenues, mais une grande partie a déjà été traitée avec beaucoup de retours positifs. Une fois ces questionnaires analysés, je les ai intégrés dans des tableaux Excel. Ah, pas les tableaux. Bon, il est censé avoir des tableaux Excel. Donc des tableaux Excel qui mettent en lumière les différents lieux de conservation. À l'heure actuelle, on a pu repérer près de 750 sources d'archives dans de très nombreuses institutions, ce qui vous donne bien une idée des volumes mis en jeu et de l'intérêt à mettre en ligne un guide des sources actualisable très rapidement. Vous pouvez voir, donc, non, vous ne pouvez pas voir, sur le tableau donc, qui devait être là, les sources pour les fonds privés d'architectes dans les archives départementales, où en fait on essaye de respecter les normes archivistiques actuelles en mettant le lieu de conservation, le nom du fonds, son numéro d'inventaire, la présentation du contenu, les dates extrêmes, l'importance matérielle ainsi que les modalités d'entrée. Sur le deuxième tableau qu'on ne voit pas non plus. Ah. Non, ah, voilà. Donc sur le deuxième tableau, cette fois c'est le repérage des archives pour les écoles d'architecture. Donc toujours avec l'optique de respecter les normes archivistiques en mentionnant le lieu de conservation, le nom du fonds, son numéro d'inventaire et la présentation du contenu. Une fois que la plupart des fonds ont été repérés, se pose maintenant la question de la mise en ligne du guide sous la forme d'une base de données. Nous nous penchons donc à l'heure actuelle sur 3 possibilités de base de données, avec tout d'abord l'outil Atom, qui semble plus viable, car il a déjà été utilisé par le comité d'histoire dans le cadre des grands travaux présidentiels. Il a en outre l'avantage d'être en open source, donc gratuit, et il est entièrement paramétrable afin de mettre en ligne des instruments de recherche. Le deuxième choix est Pléiade, qui est à l'heure actuelle utilisé par le Centre d'architecture du XXe siècle, mais qui n'est plus maintenu à jour depuis 2011, ce qui peut évidemment poser problème. C'est également un outil en open source. Enfin, le dernier choix est Avenio, qui est lié à la société Dix, qui est actuellement utilisé par de très nombreux services d'archives dans les collectivités, mais qui est payant. La question reste donc ouverte quant au choix de la base de données, même si à l'heure actuelle, Atom semble être plus à même de répondre à nos attentes. La finalité de la démarche est avant tout de mettre en ligne un outil exhaustif et actualisable en permanence pour les chercheurs et les étudiants et qui respecte les normes archivistiques internationales. Voilà où nous en sommes à l'heure actuelle sur le guide des sources. Merci pour votre attention.